Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents. Alors juste 2 mots de présentation et je laisse la parole à Cyril. Moi je suis Marlène Marty et candidate l'inverse de titulaire suppléante. Eh ben ça commence fort. J'ai eu une grosse journée, j'espère que je vais être plus précise que ça. Donc Marlène Marty, candidate suppléante de Cyril Girardot. J'habite à Sorges et je suis formatrice en travail social à Limoges. J'y enseigne la sociologie. Je viens de la France Insoumise, mais pendant cette campagne, je suis très très heureuse de ne pas seulement porter le programme de la France Insoumise, mais celui de la nouvelle Union populaire et sociale, aux côtés de Cyril. Parce que cette union, c'est pas simplement un accord électoral, hein, c'est bien un accord programmatique. Et pour ceux qui n'ont pas déjà lu les 650 mesures, elles sont en ligne, en accès libre, et donc les forces de gauche, PC, PS, ELV, France Insoumise, Génération, se sont donc mis d'accord sur ce programme partagé. Voilà. Ok, donc moi c'est Cyril Girardot, donc le candidat titulaire, donc l'inverse de suppléant. Donc moi j'ai 29 ans, je suis dirigeant et fondateur d'Unscope sur Hautefort. Pour faire simple, je suis membre du Parti ouvrier indépendant, j'ai aussi été directeur de campagne pour la France Insoumise il y a 5 ans, et en effet on est fiers avec Marlène de pouvoir arriver à porter un petit peu plus que juste la France Insoumise et tous les petits partis qui ont rejoint justement la France Insoumise dans son élan dès 2017, pour pouvoir arriver à représenter quelque chose de beaucoup plus grand et un front de gauche et écologiste entièrement uni. C'est non seulement important parce qu'en effet cet accord est programmatique et d'ampleur, et c'est surtout la première fois qu'on avance de front sur une élection depuis qu'il y a des élections en France dès le premier tour. Pour des élections nationales, c'est la première fois, donc c'est vraiment un marqueur qui va être important pour tout ce qui va être à venir. Et donc je vais laisser moi la parole justement à Marc Buffet, qui est secrétaire de section au PS, puis Marilyn Forgeneuf, qui est élue régionale à Europe Écologie Les Verts. Alors, bonsoir à tous. Déjà, je vais intervenir à double titre. Tout d'abord, à titre d'élu, en associant Annie Sedan présente dans la salle, avec qui nous partageons depuis quelques mandats une belle aventure à la mairie d'Excideuil. Mais voilà, pour vous accueillir dans ce lieu culturel, mais aussi de partage politique, multiple, où il se passe énormément d'événements. Mais il y a aussi le côté politique réel qui est en train de se mettre en place et qui, je pense, est le début d'une grande aventure de la gauche. Enfin, nous pouvons goûter au plaisir d'une campagne ensemble, sous la barrière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, pour défendre des valeurs communes. Alors oui, insoumis, communistes, écologistes, génération, socialistes, il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ne laissons plus ceux qui pillent notre planète sans vergogne continuer à prendre des décisions dans leur seul intérêt. Le monde de demain, c'est ensemble que nous pouvons le construire, et certainement pas en se divisant au nom de quelques égos mal placés ou l'absence d'une représentation départementale. Ne nous trompons pas de cible. Plutôt que de s'en prendre au leader d'un parti ou de fustiger le programme de la NUP, comme vient de le faire François Hollande, restons soudés pour nous opposer à un président qui nous avait annoncé, il y a 5 ans, un mandat de progrès. Oui, mais quel progrès ? Réintroduction des néonicotinoïdes, report de l'abandon du glyphosate, 2 condamnations pour inaction climatique. C'est ça le progrès Macron ? C'est cela que défend M. Kubert-Tafon ? Et pour les 5 ans à venir, nous voici avec un président sans programme, ou presque. Un exploit. Suppression de la redevance TV, revenir sur le RSA, retraite à 65 ans. Alors l'homme du quoi qu'il en coûte fera porter sur le dos des classes moyennes et des faibles revenus tout le poids de ses décisions. Et ça, nous n'en voulons pas.
C'est pour ça que nous avons besoin d'une assemblée forte et majoritaire. C'est pour ça que nous avons besoin de Cyril et Marlène. Bonne soirée et je passe la parole. Merci. Je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire. Je vais peut-être faire des redites même. Donc moi, je suis Marilyn Forgeneuve, je suis conseillère régionale à Nouvelle-Aquitaine pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Donc je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis habitante de la 3e circonscription, mais alors tout à fait au nord. Bon, j'ai failli me perdre pour venir, mais voilà, je suis là. Donc voilà. Donc pour éviter un nouveau mandat d'inaction climatique et de casse sociale, Europe Écologie Les Verts s'est engagé pleinement dans la campagne des législatives aux côtés de ses partenaires de la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour faire élire une majorité de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale. Rassemblée, l'union de la gauche et des écologistes peut créer la surprise et l'espoir. Et l'espoir, je crois qu'on en a vraiment besoin, pour changer l'avenir du pays et la vie des Français et des Françaises. Le programme de la NUPS est pour moi, sans aucun doute, et pour Europe Écologie Les Verts aussi, le seul qui répond aux besoins des citoyens et des citoyennes. Respect des accords de Paris, passage à une agriculture 100% biologique, rénovation thermique à grande échelle, investissement massif dans les énergies renouvelables, SMIC à 1 500 €, 6e République, retraite à 60 ans, rétablissement de l'ISF, maintien des services publics, ou encore réamélioration des services publics, parce que maintenant il suffit plus de les maintenir vu dans l'état où ils sont. Blocage des prix sur les produits de première nécessité, ça devient vraiment urgent. La NUPS défendra un programme ambitieux pour protéger le climat et respecter notre société. Dans cette union forte de ces diversités, nous, Europe Écologie Les Verts, sommes heureux de soutenir la candidature de Cyril. Son projet humaniste est le programme de l'Union populaire écologiste et populaire de la 3e circonscription. Je suis confiante en Cyril, dont chacun, en tout cas tous ceux qui m'ont parlé de lui, parce que moi on se connaît depuis hier, réellement, voilà, reconnaît les valeurs humaines et l'engagement pour représenter nos combats et nos valeurs à l'Assemblée nationale. C'est un bon candidat. À l'Assemblée nationale, demain, ce sera un député de conviction, un député de combat, un député au service de ses concitoyens et de ses concitoyennes. Cyril, Marlène, nous comptons sur vous. Et vous pouvez compter sur moi et sur les militants Europe Écologie Les Verts. Parce que ce soir, je suis pas toute seule et je suis bien contente. Voilà. Bon ben bonsoir. Donc c'est mon tour. Moi j'ai la difficile tâche de vous donner des informations simples, claires sur l'état de l'agriculture en Dordogne, puisque c'est le thème de ce soir, agriculture, alimentation. Et donc moi je vais le faire de façon très simple en m'appuyant sur ce que fait l'État, c'est-à-dire un recensement général agricole qu'il fait tous les 10 ans. Et il se trouve que c'est bien, il l'a fait l'année dernière, donc on a eu la publication cette année. Donc avec ça, il y a un volet Dordogne qui va nous donner une indication pour que tout le monde ait le même niveau d'information sur l'état dans lequel est notre agriculture, pour pouvoir débattre par la suite. Donc pour cette, alors c'est pas facile pour moi de faire cet état des lieux un peu lamentable de l'agriculture, parce que ça fait 20 ans que je suis prof dans l'enseignement agricole, et donc je me sens un peu responsable quand même. Heureusement pour me rattraper, je suis aussi président d'une association de protection du foncier agricole, une association nationale, et donc j'essaye de me rattraper après 20 ans d'inactivité dans l'enseignement agricole. Voilà, donc l'état des lieux, mais vous le connaissez, il suffit de regarder autour d'Excideuil et vous avez des représentations de ce qui se passe effectivement. Donc premier chiffre extrêmement important, pendant 10 ans, là, les 10 dernières années, la Dordogne perd chaque année 1300 hectares de surface agricole utile. Ça, c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Alors moi, je m'étais alarmé il y a 10 ans, c'est-à-dire pour le RGA de 2000-2011, parce que c'était déjà 1000 hectares, maintenant c'est 1300 hectares. Alors,
même s'il y a plein de raisons pour lesquelles ce foncier disparaît, c'est quand même pas bon signe pour une agriculture de perdre autant de surface. Hein. Pour ceux qui sont pas habitués aux surfaces, 1 hectare, c'est 2 terrains de foot. Hein. Donc ça fait quand même 2600 terrains de foot par an qui partent de la surface agricole utile. Alors bien sûr, il faut se poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette surface diminue, disparaît ? Une des premières raisons au niveau français, c'est l'urbanisation. Mais c'est pas du tout le cas en Dordogne. C'est pas de l'urbanisation. C'est pas parce qu'il y a une LGV qui passe ou parce qu'on a construit une nouvelle autoroute qu'on perd de la SAU. C'est uniquement parce qu'on a de la déprise agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs, qui sont des agriculteurs souvent de petite exploitation, partent en retraite, leurs exploitations ne sont pas reprises, ou alors en partie par des très grosses exploitations, et la partie la moins facile à mécaniser, etc., retourne à la forêt. Alors certains s'en émeuvent, mais il y a un moment où on aura quand même des problèmes pour nourrir la Dordogne, mais surtout Bordeaux, hein, parce qu'on a quand même une responsabilité, c'est bien de nourrir la population de notre région. Donc ça, premier constat, disparition de la surface agricole utile. Deuxième constat, qui est encore plus inquiétant, c'est l'âge moyen des agriculteurs en Dordogne. Là, au dernier recensement, on s'est rendu compte que 66% des agriculteurs avaient plus de 50 ans. Et 34% ont plus de 60 ans. C'est-à-dire que là, dans les 5 ans ou 10 ans à venir, on a plus de la moitié des exploitants qui vont partir. Et donc, dans le schéma que je viens de vous décrire, une petite exploitation, même une moyenne exploitation, l'exploitant part, il n'y a pas de repreneur. Parce que le problème, on le verra, c'est vraiment le recrutement. Une partie de ce foncier va aller à l'agrandissement de quelques très grosses entreprises qui seront plus transmissibles. Et le reste, ça va retourner en friche dans un premier temps et en forêt dans un deuxième temps. Encore une fois, on est et on en parlera tout à l'heure sur la question de l'alimentation, on est sur une mutation de l'alimentation parce qu'il faut vraiment travailler les circuits courts, etc. Si on perd de la SAU, si on perd des bras pour les travailler, je veux dire, je sais pas bien comment on va faire du circuit court, hein. Donc ça, c'est vraiment un deuxième élément qui est extrêmement inquiétant. Troisième élément qui vient confirmer ce que je viens de vous dire, c'est la taille des exploitations. Alors le recensement général agricole, je me rappelle, je travaillais avec le gars de la DDT là qui s'occupait de ça, et il me disait c'est super, les petites exploitations sont enfin en train de disparaître. Et dans le RGA de cette année, il y a le même commentaire, c'est-à-dire enfin, la surface agricole utile moyenne des exploitations périgourdines augmente. D'un air de dire, bah ouais, ça y est, on a des vraies fermes maintenant. Ah, les petits fermiers, c'est bon, quoi. Hein. Et ça, c'est un phénomène, c'est une représentation mentale de ce qu'est l'agriculture qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'on sait justement que si on veut pouvoir nourrir les gens en circuit court, etc., et assez rapidement, et surtout non mécanisé et sans faire appel à la chimie, on va avoir besoin de bras et on peut avoir besoin d'exploitation de petite taille. Parce que c'est quand même celle qui fonctionne le mieux. Donc voilà, trois chiffres extrêmement inquiétants. Seul le nombre des quelques exploitations de plus de 200 hectares a augmenté pendant les 10 ans qui viennent de venir. Les petites et moyennes exploitations, elles ont été diminuées de moitié. C'est-à-dire que vraiment, il y a une disparition de l'agriculture. Alors, on n'est pas tous agriculteurs, hein, on mange tous par contre, mais surtout, on vit tous dans un territoire. Et le nombre des agriculteurs donne une allure à un territoire. Et c'est sur ces mots-là que je terminerai sur la question de l'évolution de l'agriculture en Dordogne. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Virginie Zambelli-Buffa. J'ai plusieurs casquettes. En fait, je suis élue à Saint-Martial d'Albarède, membre de commissions telles que le plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui traite justement de ces sujets-là, de la gestion de nos sols, de notre terre nourricière et des terrains constructibles.
et aussi de commissions en lien avec le développement durable. Et ce soir, je vais vous parler ce qui nous touche de très près en Dordogne, les exploitations industrielles d'animaux. Vous m'entendez bien? Ça va ce qu'on appelle communément les fermes-usines. Donc, et particulièrement celles de veaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la multinationale Vendry, qui est basée aux Pays-Bas, a décidé de créer une filiale en Dordogne avec la Sobeval. Peut-être vous avez entendu parler de cette filiale, la Sobeval. Donc, elle est basée à Boulazac. Et ça pourrait paraître une des solutions pour de jeunes agriculteurs de signer quelque part un contrat et de créer ces fermes-usines, parce que finalement, voilà, les animaux ils sortent pas dehors, ça paraît plus facile à gérer. Ce qu'il faut savoir, donc, ces veaux qui vont rentrer dans ces fermes-usines, ils sont considérés comme des déchets. Ça vient en fait de la production laitière. Une fois que les vaches ont eu leurs veaux, les agriculteurs, les exploitants d'animaux, ils savent pas quoi en faire en fait. Et c'est pour ça que la Sobeval, Vendry, a sauté sur l'occasion et elle propose à ses agriculteurs de créer des fermes-usines. Donc, ils récupèrent ces veaux qui sont amenés dans des centres de tri. Ça, c'est la première étape pour les veaux. Dès la naissance, ils sont séparés de leur mère. Ils arrivent dans des centres de tri pendant 2-3 semaines. Ils sont bourrés d'antibiotiques, etc. parce que ils arrivent en masse, faut savoir, c'est des centaines et des centaines de veaux qui arrivent comme ça. Ils sont hyper fragiles, ils n'ont pas eu le colostrum, etc. essentiel à leur immunité. Et de là, ils vont partir au bout de 2-3 semaines dans ces fameuses fermes-usines. Donc ces fermes-usines, elles peuvent accueillir entre 250 jusqu'à 800 000 veaux. Et une fois qu'ils arrivent là, ces veaux, ils sont là pendant 6 mois. 6 mois, ils vont pas du tout sortir. Ils sont stockés dans des cases d'à peu près 10 mètres carrés. Ils sont 6 veaux dans 10 mètres carrés. Alors, imaginez-vous, 6 personnes, par exemple, 6 veaux dans seulement 10 mètres carrés. Alors nous, on est toute une équipe à aller avoir visité une exploitation comme ça de ce type. Ces fermes-usines et moi j'étais très très surprise et ça m'a vraiment donné mal au ventre de voir déjà des veaux grands comme ça, 6 veaux dans 10 mètres carrés, imaginez-vous, ils peuvent à peine se coucher, ils peuvent à peine se tourner et ils endurent ça pendant 6 mois. Et ensuite ils vont partir à l'abattoir de la Sobeval et donc vous avez peut-être entendu parler de LD 114 qui a dénoncé certaines manières d'agir à l'abattoir avec ces veaux. Ils vont partir là-bas. Alors, quelles conséquences? Ces veaux, ils mangent, mais ils mangent quoi là dans ces fermes-usines? Ils mangent pas une alimentation locale d'ici quoi. Ils vont manger de la nourriture à base d'OGM. Donc l'OGM, on sait que l'OGM est à 3/4, le soja est à 3/4 OGM. Il est importé. La nourriture, elle est à base d'huile de palme pour les faire grossir au plus vite. Donc voilà, une nourriture vraiment hyper polluante parce que importée d'autres pays et puis après c'est les personnes qui mangent ces animaux qui vont l'ingérer quoi. Ensuite, autre problème, donc l'alimentation importée et l'épandage parce que ces animaux ils mangent, ils font leurs besoins. L'épandage de ce lisier. Donc, c'est des mètres cubes et des mètres cubes, des milliers de mètres cubes, qui vont être épandus sur nos terrains en Dordogne. Et précisément, pour parler d'un exemple concret, il y a un projet de ferme-usine non loin d'ici, à Saint-Mémin. Saint-Mémin, un village qui a axé sa politique dans le tourisme, dans les gorges de l'Auvézère. Ils ont investi des centaines de milliers d'euros pour faire passer une passerelle au-dessus de l'Auvézère. Donc voilà, le tourisme est là, va s'implanter en plein milieu cette ferme-usine, avec l'épandage de lisier qui va être tout autour de ce village touristique. L'épandage de lisier va polluer les nappes phréatiques, nos rivières, et
ce qui est à craindre, c'est qu'on devienne une deuxième Bretagne avec le problème des algues vertes et des pollutions de nos eaux et des rivières. Donc ça, c'était un premier sujet sur les fermes-usines. Alors, ce qui est en lien, c'est les problèmes des maladies après. Je vais vous parler de zoonose et d'épizootie. Alors, qu'est-ce l'épizootie, ça décrit une zoonose, justement, qui a évolué en épidémie, frappant dans une région une espèce animale ou un groupe d'espèces dans son ensemble. Et la zoonose, c'est une corrélation entre le nombre d'espèces en danger et le nombre d'épidémies de maladies infectieuses liées aux animaux. Et en fait, pourquoi des zoonoses? En fait, il y en a de plus en plus ces dernières décennies. Plus on déforeste dans un pays, plus on perd de biodiversité, et plus on a des pandémies. Et c'est ce qu'on appelle la fabrique des pandémies, et Marie-Monique Robin a fait un film sur ce sujet-là. Et il y a des liens, évidemment, on peut se douter, entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Je vais conclure, parce que je vois que mon temps est un peu limité. Je vais laisser la parole ensuite à Marc ou Jérôme, je ne sais plus. Et l'avantage de la biodiversité, en fait, c'est qu'elle dilue le virus. Plus il y a d'espèces, plus le virus est dilué. Exemple concret, la maladie de Lyme. En fait, des scientifiques se sont penchés sur cette maladie. Il y a des millions de renards chaque année qui sont tués en France. Le renard est un allié par rapport à la maladie de Lyme. Parce que le renard mange beaucoup de souris. Il mange des vers de terre, quelquefois des poules, mais beaucoup de souris. Et en fait, en mangeant des souris, la souris est l'hôte de la tique. Et donc, il va nous débarrasser de ça. Et en fait, c'est juste certaines espèces de souris qui après vont être contaminées et après le tique va nous contaminer. Et grâce aux renards qui mangent les souris, ben voilà, on est épargné. Donc, d'où l'importance de la diversité, de la biodiversité. Et actuellement, dans cette biodiversité, il y a 10% du total des espèces animales et végétales qui sont menacées. En nombre, c'est à peu près 1 million. On parlait des terres. L'usage des terres est la première cause du déclin de la biodiversité par la déforestation, la culture intensive et la réduction des habitats. Aujourd'hui, 65% des maladies sont des zoonoses. Ça a commencé comment? Il y a plus de 10 000 ans avec la domestication des animaux. Jusque dans les années 1970, il y avait une zoonose tous les 15 ans. Et aujourd'hui, c'est les derniers chiffres de l'OMS 2022, il y en a 1 à 5 par an. Et par exemple, on en connaît Zika, la maladie de Lyme, le chikungunya et tant d'autres. Et ce qu'on a vécu il y a quelques mois, n'est-ce pas, Covid, où ils sont pas encore trop sûrs, mais voilà, le lien, ça serait l'animal et puis du coup cette perte de biodiversité, quoi. Sur ce, je vais passer la parole à Jérôme, je crois. Tu prends la suite. Je vais essayer de terminer le roman noir, mais pas trop, parce que c'est quand même un peu inquiétant tout ça. Simplement par une question qui est fondamentale, c'est celle du dérèglement climatique. C'est-à-dire comment l'agriculture périgourdine, mais comme le reste, comme l'autre agriculture, va pouvoir s'adapter à ce qui est en train de nous arriver. Or, nous, on est très bien placés en Dordogne pour ça. Pourquoi? Parce que sur le plan climatique, on est très soumis à l'augmentation des températures et notamment au déficit hydrique, qui est une des premières conséquences. Ça, vous pouvez le vivre cette année. On l'a là encore une fois. Ça fait 10 ans qu'on a un déficit hydrique. On nous dit voilà, c'est normal, etc. C'est ainsi que non, c'est pas normal. Et ce déficit hydrique, il touche directement l'agriculture. Et l'agriculture, qui est vraiment malmenée par ce déficit hydrique, essaye de trouver des solutions, notamment l'arrosage. Et ce qui est en train de se passer un peu plus au nord, là, en Deux-Sèvres, avec les bassines et les retenues collinaires, ça nous pend au nez. Parce qu'il y a une forme d'agriculture qui a besoin d'eau, notamment la maïsiculture pour élever des bœufs, etc. Et ça, ces gens-là, ils ont un revenu qui s'est tellement effondré avec le prix des aliments, etc., qui a augmenté, que ils peuvent pas supporter l'idée de ne plus avoir d'eau. Et les conflits
que nous on rencontre, hein, notamment dans mon association en Lot-et-Garonne, sur la question de l'eau, c'est des conflits qui vont devenir extrêmement graves. Alors je vais vous donner un exemple que je trouve assez caractéristique de ce problème d'adaptation au dérèglement climatique, avec une réponse qui est encore plus étrange, mais qui est en train de se passer. C'est tout près de chez vous, Saint-Sulpice-d'Excideuil. Moi, je fais partie de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPNAF. C'est une commission où il y a des élus et où il y a la société civile qui donne un avis au préfet sur les changements de destination du foncier. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe comme ça, on donne notre avis, puis après, le préfet fait comme il veut. Mais là, on a eu un truc assez rigolo. Vous avez entendu parler de l'agrovoltaïsme. Donc c'est une espèce, alors là c'est très macronien, hein, c'est vraiment un détournement de la loi, puisque des espaces qui sont agricoles vont devenir industriels, puisque quand vous avez 100 hectares qui sont couverts de panneaux photovoltaïques, c'est pas vraiment de l'agriculture. Et donc c'est arrivé à Saint-Sulpice-d'Excideuil, c'est passé en CDPNAF, et vous avez un agriculteur qui, parce que ces terres étaient un petit peu au bout du rouleau compte tenu de sa façon de pratiquer de l'agriculture un peu hors sol, comme ça, avec des intrants, etc., avec un déficit hydrique, il n'y arrivait plus. Donc, solution, on va mettre du photovoltaïque. Alors, comme les sénateurs ont dit quand même, attendez, l'agrovoltaïsme, c'est quoi ça? Il faut quand même qu'il y ait un peu d'agriculture. Il faut donner une justification agricole en disant, sur ce terrain-là, oui, je vais élever des poules, je vais faire des moutons, etc. Et cet agriculteur a fait une proposition qui n'a pas fait rire la commission, et ça m'a étonné, moi. Il a proposé de faire une expérimentation sur 100 hectares de terres céréalières en mettant sous les panneaux photovoltaïques des bonsaïs truffiers. Et c'est passé en CDPNAF. D'accord? Donc ça veut dire que là, ça c'est la première chose, mais le plus drôle, enfin le pire plutôt, c'est que les gens qui étaient présents en CDPNAF, connaissant bien l'agriculteur en question, connaissant aussi l'orientation de son agriculture, on dit ça tombe bien parce qu'il va arrêter du coup de mettre des pesticides. C'est Saint-Jory, c'est Marida. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, Monsieur Marida, ouais. Ah, ouais. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire quand on arrive à avoir une justification de je dirais de l'échec d'une forme agricole, ou pour maintenir un revenu comme aux agriculteurs, on leur dit allons-y sur l'agrovoltaïsme, et que les gens disent tant mieux puisqu'il va arrêter de mettre des pesticides parce qu'on a quand même la source de glane qui est pas très loin, etc., et qui souffre de la pollution agricole. Alors là, on se dit mais là, dans quel monde on vit, quoi? Et donc ces questions-là d'adaptation climatique qui sont vraiment problématiques. Hein. C'est-à-dire que ce transfert-là, donc l'agriculture dans la SAU, ça va pas disparaître les 100 hectares là. Hein. Donc ça veut dire que c'est en fait une artificialisation de fait, mais qui va continuer de compter dans la surface agricole utile. Et le problème de l'agrovoltaïsme, c'est que nous, on sait très bien qu'un département comme la Dordogne, il est directement visé. Pourquoi? Parce que faut trouver des surfaces pour faire de l'agrovoltaïsme. On a une disparition de SAU, donc l'État dit c'est bon, c'est là-bas qu'il faut aller les mettre. Puisqu'on va pas être embêté par des agriculteurs qui ont besoin de sol, puisque regardez, ils disparaissent. Donc ça veut dire que la Dordogne, c'est vraiment le département qui va être visé sur le grand plan qu'a annoncé Macron sur le développement de l'agrovoltaïsme, parce que c'est pas partout qu'on peut l'installer. Voilà. Là, je vais aborder un autre sujet, la nouvelle organisation de l'occupation du foncier. Donc Jérôme a parlé de ces nouveaux projets d'agrivoltaïsme. Il y a un autre usage. En effet, la surface agricole utile a énormément baissé ces dernières années en Dordogne. Et il se trouve que la superficie de la forêt a augmenté. Alors, intéressant du coup par rapport au dérèglement climatique, au fait qu'elle va capter le carbone, cette précieuse forêt périgordine dans le Périgord vert. Mais on peut se poser la question du coup,
quelle forêt voulons-nous et pour quel usage? Alors, il se trouve que sur notre communauté de communes Île-Vaud-Vézère, on a un écrin de verdure, un magnifique site aux Cosses de l'Île. Et justement, un projet veut essayer, malgré les citoyens et citoyennes qui s'opposent à ce projet-là, veut essayer malgré tout de s'implanter, c'est-à-dire 30 hectares de photovoltaïque sur ce site. C'est un site public de la communauté de communes. On a la chance d'avoir un écrin de 400 hectares d'un seul tenant. Le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la forêt, si elle est morcelée, c'est pour la faune sauvage, la biodiversité, ça coupe en fait leur manière de vivre et leurs besoins alimentaires. Et notre chance, nous, c'est qu'on en a d'un seul tenant. Et d'empiéter, d'une part, avec un projet de centrale photovoltaïque de 30 hectares sur un écrin naturel, où, il faut savoir, donc l'argument, c'est que c'est un sol qui serait dégradé parce que c'est l'ancien terrain militaire à Savignac-les-Églises. Toutefois, sur ce terrain a poussé une forêt, une magnifique forêt qui a plusieurs décennies, donc qui capte ce carbone. En fait, la nature est plus forte que tout et la biodiversité s'est installée sur ce site. Là, c'est encore politique en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a un bel espace naturel. On décide le budget, de faire rentrer de l'argent, ou l'essentiel aujourd'hui, avec ce fameux dérèglement climatique, c'est de préserver cette biodiversité, cette forêt. Et quelle gestion? Je parlais, quel usage, quelle gestion? Alors aujourd'hui, il y a l'autre jour, il y a Jean-Claude Noir, assez connu, ancien technicien à l'organisation des forêts, nationale des forêts, qui était intervenu. Il y avait un film de Fizet avec Sidoy sur la fameuse gestion des forêts. Et lui, comme peut-être vous le savez, les salariés de l'ONF souffrent beaucoup parce que, avec le gouvernement Macron, ils ont de moins en moins d'argent. Ils courent en fait, ils courent, et c'est devenu une entreprise à faire entrer de l'argent. Et donc vous avez peut-être entendu parler de ce auto de suicide chez les techniciens de l'ONF, malheureusement, parce que la base de leur métier, c'est ça, c'est la préservation de la biodiversité. Certes, couper des arbres de ci de là, mais avec une bonne intelligence et pas tout raser d'un coup. Pour ce nous on a vu, on se promenait avec Marc l'autre jour dans un autre département, mais ça s'approche de chez nous et on commence à le voir en Dordogne, de la sylviculture. En fait, une culture de la forêt, comme on peut la voir sur une exploitation en monoculture de céréales chez nous, et qui se développe de plus en plus. Alors, Cyril et Marlène en parleront sûrement et on va leur laisser la parole sur les mesures et les propositions de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui se tourne pas du tout sur ce genre de système qui mise tout sur du capitalisme, de la rentabilité, du toujours plus, du toujours produire, mais au contraire, de vivre en bonne santé. Je vais reprendre l'ancien logo de la France insoumise, le FI, de l'harmonie des êtres entre eux et avec la nature. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci. Je vais reprendre la parole, mais en changeant de casquette, puisque je suis géographe et spécialisé en géographie physique, et je vais vous parler un petit peu des sols. Alors là, je vais faire très court. Déjà, Virginie et Jérôme ont beaucoup expliqué la situation. Moi, je vais faire quelques zooms sur quelques points qui nous touchent directement ici, autour d'Excideuil. On a parlé tout à l'heure de déforestation. Je vais prendre un exemple du côté de Génis. Génis, beau petit patelin, avec au pied l'Auvézère. Il y a eu, il y a 2 ans de ça, un certain nombre de coupes à blanc qui ont été faites sur les versants de l'Auvézère, que l'on peut apercevoir des fois en descendant la route, coupes à blanc qui ont entraîné tout simplement la disparition du sol
alors que c'était un sol qui était en plein renouveau, ce qui est classique lorsqu'une forêt relativement jeune se met en place, un sol en plein renouveau, eh bien, ce sol a totalement disparu, avec en plus comme conséquence une eutrophisation, c'est-à-dire une descente de limons et de végétaux dans la rivière qui s'est abîmé très rapidement, avec en plus élévation de température et problème d'oxygénation. Premier petit point. Après, promis, je sais que Cyril sera positif. Un deuxième point, on parlait des causes tout à l'heure. Eh ben, on va revenir sur la même zone, là où il y a justement ce projet photovoltaïque au-dessus de la source de Glane. Parce qu'un projet photovoltaïque qui est posé sur un COS et a fortiori sur une zone qui est déjà exploitée, puisqu'il y avait des céréales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sol, sur un COS, lorsqu'on arrête de le travailler, eh bien, la pluie fait son effet. Nous sommes sur des sols calcaires. Le sol descend, disparaît par les diaclases, est entraîné par l'eau. Il disparaît quasiment totalement. Là, avec un projet de ce type-là, sur 10-20 ans, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, de toute façon, effectivement, il ne pourra plus cultiver que des bonsaïs. C'est tout ce qui restera. Par contre, cette zone ne sera plus qu'une pelouse calcicole sèche, avec effectivement une végétation que le gouvernement d'ailleurs essaye de protéger. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces pelouses calcicoles sont des conséquences directes de l'agriculture et d'une mauvaise agriculture parce qu'ils n'ont pas tenu compte du substrat, du support calcaire qu'il y a en dessous. Un autre point sur les sols, on va parler de sols et de pesticides et d'intrants. Là, je vais aller du côté de Saint-Germain. Une exploitation agricole céréalière qui est exploitée de manière très traditionnelle avec beaucoup d'intrants. Effectivement, la personne n'était pas très raisonnable. La fille récupère, avec son mari, récupère la ferme, la retape, et avait un projet de parc, etc. Donc, on dit, bon, quand même, paternel, je sais ce qu'il a utilisé, je vais faire une analyse de sol. Nous avons 10 ans de décalage là. Ont été trouvés, au bout de 10 ans, alors là, il me faut les lunettes, hein, du diflufénican, donc c'est un herbicide, de l'imidacloprine, c'est un insecticide, de la boscalide et de l'époxyconazole, ce sont des fongicides. 10 ans après. Donc je ne laisse même pas, je fais pas de commentaires, il y en a pas besoin. Et ensuite, dernier exemple, je vais faire un retour en arrière, je vais revenir en 99, la tempête. Un petit phénomène qui s'est passé et qui est passé relativement sous silence, outre le désastre forestier qui a engendré cette tempête, la ville de Strasbourg, et une bonne partie de l'Alsace d'ailleurs, s'est retrouvée sous un tapis de poussière dont il se demandait bien l'origine. On avait l'impression qu'il y avait eu un coup de sirocco. Analyse des poussières, c'était les terrains de la Beauce qui sont arrivés jusqu'à Strasbourg, portés par le vent. Mais si on réfléchit bien, je sais qu'il y a des pêcheurs dans la salle, l'Isle, notre belle rivière là, qui même en période d'étiage garde une couleur un peu marron et tout. L'origine, ça serait pas un peu la même chose? C'est-à-dire lié à des sols qui sont laissés à nu régulièrement, portés par le vent, où il n'y a plus de haies pour retenir tout ça, où il n'y a plus où on ne prend plus en compte la ripisylve, c'est-à-dire l'arborescence de bord de rivière, d'ailleurs qu'on descend assez régulièrement. On en a eu un exemple il y a pas longtemps sur Saint-Martial, et qui du coup ne permet plus au sol de se maintenir sur place. Voilà, petit tableau de l'état de nos sols locaux, sans parler technique, parce qu'autrement ça devient très
embêtant. Je passe la parole. Alors, pour conclure, je suppose que Jérôme reprend la parole. Voilà, je vais terminer ce tableau un peu noir pour rappeler une chose très simple, c'est que l'agriculture, c'est de l'alimentation. Ça paraît idiot, mais c'est d'abord pour ces raisons-là que ça nous importe chacun. Et chacun de nous est concerné par la question agricole. Et je reprendrai la phrase d'une gamine dans un très beau documentaire qui s'appelle Douce France, je ne sais pas si certains l'ont vu, où il y a une petite gamine qui travaille sur le triangle de Gonesse qui dit « Je savais pas, moi, que l'agriculture, ça se mangeait. » Et effectivement, il y a plein de gens qui ont oublié que l'agriculture, ça se mangeait. Et qui fait d'ailleurs que les collectivités locales, notamment, ont beaucoup de mal à s'emparer de la question. Parce que l'agriculture, c'était quelque chose qui intéressait le monde agricole, qui fonctionnait, je dirais, de façon presque autonome, et on arrivait à cette espèce de schisme comme ça entre l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est de l'agriculture. Vraiment. Et il y a une loi qui vient d'être promulguée là, avec des décrets d'application, et qui est extrêmement compliquée à mettre en place. C'est la loi EGalim. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui oblige les restos-co, et maintenant, alors depuis EGalim 2 là, de 2022, y compris toute la restauration collective privée, à utiliser, alors c'est 50% de produits certifiés, donc avec des labels, qui peuvent être des produits locaux, donc circuits courts, dont 20% de bio. Et la mise en œuvre de cette loi EGalim fait que les élus s'arrachent les cheveux. Parce que si vous voulez, même avec la bonne volonté, si vous voulez effectivement appliquer la loi EGalim, vous vous rendez compte que vous ne trouvez pas les produits. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec Jacques Ozou il n'y a pas très longtemps. On était avec Hélène, et c'était très rigolo parce que Ozou nous disait, moi je veux faire ma cuisine collective pour 1000 repas jour, etc. Ce que je veux, c'est qu'on m'apporte des carottes bio le lundi matin pour le bœuf mode. Alors je dis, monsieur Ozou, vous connaissez bien le territoire. Vous avez vu pousser une carotte, vous, dans le coin? Ah non. Donc ça veut dire que appliquer la loi EGalim, c'est d'abord installer ou transformer l'agriculture locale. Et ce matin même, j'étais avec un de mes anciens étudiants, on parlait foin, puisque c'est la saison, là, et il venait faire le foin juste à côté de chez moi. Et il était super en colère. Il est pas en bio, mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, qui a compris qu'il fallait qu'il produise du circuit court. Et donc, il fait du bœuf, comme son père, du Limousin, super beau, etc. Il rentrait de la Sauveval. À l'abattoir, on lui a proposé son bœuf Limousin label rouge au prix du kilo, exactement le même prix qu'une vache de réforme, une Primolstein de réforme élevée n'importe comment, le même prix. Enfin, il y avait 5 centimes de différence au kilo. Donc ça veut dire que dans la réalité, l'agro-industrie qui a besoin de ce qu'ils appellent le minerai de viande pour ces steaks hachés surgelés vendus chez Lidl, est prête aujourd'hui à donner autant à l'agro-industrie et à l'élevage intensif que aux paysans périgourdins qui fait un gros effort pour faire un travail de qualité auprès des bovins. Et donc là, ça montre bien qu'en ce moment, il y a un vrai problème. Et ce qui m'a rassuré, c'est que, alors qu'on n'était pas forcément toujours sur la même longueur d'onde sur les pratiques culturelles, on s'est rendu compte qu'on était dans le même merdier, si j'ose dire. Voilà. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à penser, à refaire, et notamment avec les agriculteurs qui sont déjà en place. Parce que si on perd cela, là, c'est pas 1300 hectares par an qu'on va perdre. Hein. Donc voilà. Là, il y a une solution, il y a un tournant à prendre, et j'ai laissé la parole à Cyril pour cela. Ou à Marlène. Bon. Lourde tâche. Après ce constat vaste, complexe, assez lourd aussi, je vais essayer quand même d'aborder quelques axes programmatiques. Avant de parler programme pour l'agriculture,
J'ai une pensée pour Bertrand. Je ne sais pas si je pourrai dérouler ce que j'ai prévu de dire. Bertrand Lassaigne, que nous connaissons tous ici. C'est pas possible, voilà, de parler programme politique pour l'agriculture sans avoir une pensée pour Bertrand. Bertrand, qui entre autres avait été candidat sur la liste régionale à laquelle j'avais participé. Donc j'ai été un peu initiée auprès de lui à la question agricole. Donc bon, Bertrand, c'était quelqu'un d'exceptionnel, dont le moteur était vraiment ses convictions, qui reculait devant rien. Alors c'est un peu banal ce que je dis, parce on l'entend dire ça de plein de personnes. Sauf que quand on le dit en pensant à Bertrand, on redonne tout son sens à ces mots. Donc Bertrand, bon, on n'est plus là, mais il a transmis à Joël, il a transmis à ses enfants, et il a transmis aussi à beaucoup de paysans. Et à la NUP, on s'appuiera sur ces savoirs de terrain, parce que chez nous, enfin j'ai envie de dire, c'est une marque de fabrique, c'est de s'appuyer sur les savoirs des personnes concernées. Donc c'est sur ces personnes-là qu'on pourra s'appuyer pour en effet construire une politique qui répond à cette ambition qui est énorme. Hein. Les constats ont été faits. Donc, constat sur les questions écologiques, environnementales, constat sur la sécurité alimentaire et la santé publique, et on peut rajouter encore, c'est pas tout, j'ai envie de dire, il y a aussi bien sûr toute la question sociale. La question sociale liée aux conditions de vie des agriculteurs, liée aux conditions de production qui sont les leurs. Donc la nouvelle Union populaire, elle a conscience de cette complexité et elle entend approcher ce problème dans sa globalité, dans sa complexité. Ça, c'est pour la méthode, j'ai envie de dire. Et la finalité, l'objectif, il est très simple. C'est de porter un projet alimentaire agricole d'intérêt général. Et ça, j'ai envie de dire, je dis très simple, après c'est l'idée qui est simple à mettre en œuvre, ça. Mais en fait, ça c'est toute la colonne vertébrale de notre programme, c'est ça. C'est revenir à l'intérêt général. Ça a été dit en introduction, mais vraiment, c'est la colonne vertébrale de notre programme. Un mot aussi sur notre approche à la nouvelle Union populaire. Donc nous sommes tous victimes des dysfonctionnements de l'agriculture, ça a été clairement dit, en tant que consommateur, en tant que citoyen par rapport à la pollution notamment. Et on pourrait cibler, en tout cas ça peut se faire dans certains milieux, cibler les agriculteurs qui seraient responsables de ce dysfonctionnement, responsables de cette pollution. Alors c'est pas notre position. Ça c'est une position libérale qui consiste à toujours aller trouver les responsabilités individuelles, faire porter sur les responsabilités individuelles des problèmes qui sont systémique. Voilà. Donc nous, il n'est pas question de ça. Les agriculteurs sont les premières et les premiers agriculteurs, les premiers victimes, et les agricultrices les premières victimes. Donc ça, c'est important parce que ça donne le sens là aussi de notre programme. Donc si on reprend les constats, je vais très vite. Concentration, ça a été dit. L'augmentation de la taille, la raréfaction, ça a été dit. Qui n'a pas été dit et qui est complémentaire, c'est la question de la pauvreté. La question de la pauvreté des agriculteurs. 18% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 13% en moyenne dans les autres catégories professionnelles. Et un agriculteur sur 5 exerce 2 professions pour joindre les deux bouts. Alors bien sûr, il y a des disparités. Quand on est agriculteur en Île-de-France, ça se passe plutôt mieux. En revanche, en Dordogne, on fait partie des régions où c'est le plus difficile de ce point de vue-là, où les agriculteurs sont les plus pauvres, en fait, puisque le revenu annuel moyen par ménage, donc, est parmi les plus faibles en Dordogne. Il est de moins de 20 000 euros. Donc la pauvreté des agriculteurs, c'est un vrai problème. Il y a bien sûr aussi le suicide.
C'est une profession où les taux de suicide sont surreprésentés. On est nombreux à avoir vu le film de Guillaume Canet, Au nom de la terre. C'est pas un drame isolé, hein. C'est près de 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour. Donc là aussi, problème social énorme, j'ai envie de dire. C'est la 2e cause de décès chez les agriculteurs après le cancer. Donc voilà pour le bilan social global. Une fois qu'on a dit ça, mais bon, ça a été dit aussi, donc je vais pas être longue, l'agriculture française, ça recouvre des réalités très différentes. C'est-à-dire que bon, il y a ce modèle dominant d'agriculture intensive, augmentation de la taille des exploitations, utilisation intensive des machines, des pesticides, etc. Et à côté, parce que c'est bien ça, c'est à côté, de multiples initiatives d'agriculture paysanne, biologique, qui survivent ou pas, qui sont plutôt de petite taille. Et finalement, on a 2 modèles là. Sauf que ces 2 modèles, ils sont en concurrence. Et le premier, aujourd'hui, les politiques publiques, et en particulier la PAC, soutient ce premier modèle. Donc nous, là aussi, c'est très clair. L'idée, c'est de rompre avec cette compétitivité et de soutenir, bien évidemment, le 2e modèle, qui, lui, encore une fois, est au service de l'intérêt général. Mais je reprends pas, ça a été dit tout à l'heure. Donc, ce soir, avec Cyril, on a une lourde tâche, parce que vous parlez programme pour l'agriculture, c'est extrêmement dense. Donc, il a fallu qu'on fasse des choix. Bien sûr, il y a des axes programmatiques en faveur de la transmission, en vue d'accompagner la transition, bien évidemment de protection de l'environnement, des biens communs, des sols, on en a parlé, on a des mesures pour tout ça. On a aussi des mesures pour réguler le libre-échange. Bon, je vais pas pouvoir développer tout ça. Donc moi j'ai fait un choix, j'ai fait une focale sur la question sociale des agriculteurs et des agricultrices. Le premier enjeu vraiment urgentissime, là encore une fois ça a été évoqué, c'est de remplacer les agriculteurs qui s'en vont. Près de, c'est 10, j'ai perdu mes chiffres. Dans les 10 ans, c'est la moitié. Et Jérôme me disait, c'est même moins de 10 ans. Un agriculteur sur 2 qui s'en va dans moins de 10 ans. Et actuellement, on en remplace 1 sur 3. Enfin, on remplace absolument pas les départs actuels. Donc, l'urgence, c'est de remplacer ces agriculteurs. Donc, nous voulons créer des emplois agricoles. Créer des emplois agricoles qui, bien évidemment, vont être accompagnés par les politiques publiques, par des subventions, ça va de soi, mais des subventions qui seront en lien avec des projets agroécologiques. J'y reviendrai tout à l'heure. L'idée, c'est de sortir du financement à l'hectare, qui finalement favorise les plus grosses exploitations, et aller vers un financement sur des projets, et des projets écologiques. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est directement lié, c'est que remplacer les agriculteurs, très bien, ils sont là, il va falloir pérenniser ces exploitations. Donc là, il y a des mesures à prendre, urgentes, pour que ces exploitations qui soient reprises par des jeunes ou des moins jeunes, elles soient durables. Alors la première mesure, c'est de garantir des prix planchers. Des prix planchers pour être protégés justement de la fluctuation des prix, pour ne pas être écrasés sur les remboursements de dettes. Alors comment on garantit des prix rémunérateurs planchers? Eh bien, c'est pas compliqué. Le ministère de la Production alimentaire les fixera chaque année. Après conférence sur les prix rassemblant les acteurs, c'est-à-dire producteurs, fournisseurs, distributeurs. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile. La loi Egalim le prévoit. La loi Egalim, on en a parlé tout à l'heure, par rapport aux restaurations collectives. Ce que je dis là, c'est ni plus ni moins appliquer la loi Egalim qui existe. Et après, bien sûr, cette loi Egalim, il va falloir la rendre plus ambitieuse. Mais déjà, si on l'appliquait, ça serait déjà bien. Donc voilà, les prix planchers, ça c'est essentiel. Mais quand je parle prix plancher, je parle de la rémunération pendant l'activité. Et un gros problème aussi chez les agriculteurs, alors c'est un problème d'une autre nature, mais un gros problème, c'est la retraite.
On sait très bien que les retraites des agriculteurs sont très inférieures à la moyenne des retraites dans le régime général. Donc là aussi, on a un projet ambitieux. Alors pour les retraites en général, à 1 500 € minimum pour une retraite complète, ça concerne les agriculteurs. Pour nous, il n'est pas question de continuer à être sur un régime comme ça aussi défavorable quand on dit qu'on veut réformer les retraites et en tout cas mettre toutes les retraites complètes à 1 500 €. Ça concerne les agriculteurs et les agricultrices. Donc là, j'ai parlé de mesures nationales à prendre très très rapidement. Mais si c'était si simple, ça serait bien. L'agriculture, les problèmes qu'on connaît en Dordogne, ils sont déterminés aussi par le problème français et surtout par le problème européen. Et la PAC détermine une grosse partie des dysfonctionnements dont on parle. Donc ça veut dire qu'il faut agir sur cette PAC. La PAC, c'est une des politiques les plus importantes de l'Union, 60 milliards distribués chaque année en Europe, 9 milliards en France. Donc c'est énorme, c'est un levier qui est très puissant, mais qui aujourd'hui produit de l'inégalité et maltraite l'environnement et maltraite notre santé au bout du fil finalement. Alors, la PAC, on en est où? Donc là, justement, il y a eu 3 ans de négociations pour la réforme 2023-2027. On a l'habitude de dire « Ah oui, mais Bruxelles, c'est défavorable » ou je sais pas quoi. Si on regarde les débats qu'il y a eu, les négociations qu'il y a eu, en fait, il y avait des ambitions sociales et environnementales au départ. Et elles ont été largement revues à la baisse, pas tant par la Commission, comme on pourrait croire, pas du tout, par les chefs d'État. Et en premier lieu, le nôtre. Voilà. Donc finalement, cette réforme 2023-2027, c'est une non-réforme. C'est-à-dire que les ambitions de départ, elles ont absolument pas été suivies. Donc on est toujours, en fait, on est toujours avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on est toujours avec une majorité du budget qui va aux grandes exploitations parce que c'est financé à l'hectare. Alors que ça, c'est un des problèmes essentiels. Donc, on est toujours sur le même financement. Et on a la Cour des comptes qui nous dit que les aides de la PAC ont été, les aides environnementales de la PAC, elles ont été concentrées sur 9% des terres agricoles. Et la Cour des comptes nous dit, c'est insuffisant pour aller vers une agriculture écologique et il ne faudrait pas reproduire ces écueils. C'est la Cour des comptes. C'est pas des gauchistes. Donc le problème, le constat, il est partagé, quoi. Avec cette donc réforme, oui, je vous dis ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le modèle productiviste est toujours encouragé. La question de la conditionnalité sociale, elle n'est pas contraignante. Et au niveau de l'environnement, c'est pareil. Les mailles du filet qui sont là pour contraindre au niveau de la conditionnalité environnementale, en fait, c'est très très facilement, on peut tout à fait contourner. Et aujourd'hui, les aides de la PAC ne sont pas contraignantes au niveau social ni au niveau environnemental. On est toujours sur des aides qui favorisent des grosses exploitations qui ont le plus d'hectares et qui donc font de l'agriculture intensive. Donc nous, une mesure essentielle de notre programme, c'est de refondre radicalement le budget de la PAC. Donc notre première mesure, ça consistera à revoir le plan stratégique national. Ça, c'est l'instrument, en fait, entre la PAC, au niveau de l'Europe, et au niveau national, comment on flèche la distribution des fonds. Donc, on reverra ce plan, la manière dont est construit ce plan et la manière dont sont fléchées les aides financières. Donc, je vous le disais, on sortira de l'aide à l'hectare pour aller uniquement financer sur la base de contrats de transition agroécologique. Nous plafonnerons les aides aux plus grandes exploitations. Le problème, il est là aujourd'hui aussi, c'est que les aides elles vont majoritairement vers les plus grandes exploitations. Et à contrario, nous relèverons les aides pour les petites et les moyennes installations.
Nous triplerons le budget consacré à l'installation, parce que on a expliqué tout à l'heure, un agriculteur sur deux part dans les moins de 10 ans à venir, dans les 5 ans à venir, il y a des candidats pour reprendre en fait. Enfin là peut-être Jérôme il interviendra, mais ceux qui sont candidats, de toute façon, ils n'ont pas les outils pour reprendre. Il n'y a pas les aides financières pour les aider à reprendre. Donc il faut agir là-dessus aussi. Il faut aider à l'installation et donc nous triplerons le budget. Et enfin, bien sûr, nous voulons une agriculture majoritairement biologique. Ça veut dire qu'il faut accompagner la transition et donc nous doublerons le budget consacré à la conversion pour passer en agriculture biologique. Voilà, donc bon, j'ai dressé vraiment que des axes programmatiques. Bien sûr que notre programme, il est beaucoup il va bien au-delà de ça. Voilà, moi j'ai fait une focale sur ce qu'il faut faire là, maintenant, tout de suite, pour les agriculteurs. Voilà. Parce qu'en effet, l'enjeu essentiel, c'est de remplacer ces agriculteurs qui s'en vont, de leur permettre de s'installer, de rester, parce que, in fine, en effet, Jérôme l'a dit tout à l'heure, c'est juste qu'il faut qu'on s'assure de pouvoir continuer à se nourrir. L'enjeu, il est là, en fait. Aujourd'hui, on court le risque de ne plus avoir suffisamment d'agriculteurs pour nous nourrir. C'est fou. Mais la question, elle se pose en ces termes, en fait. Alors, les libéraux, ils sont d'accord avec ça. Hein. Sur le constat, on est d'accord. Il y a d'ailleurs un rapport là que l'REM a commandé. Il est bien sur le constat. On est d'accord sur le constat. Sauf que eux, je vous le donne en mille. C'est quoi la réponse pour eux? Ils ont une solution. À votre avis, c'est quoi la solution? Ouais, et plus de concurrence. Taille des fermes plus grandes, l'innovation technologique toujours. Dans ce gouvernement, et la solution, c'est tout le temps l'innovation technologique. On n'a pas encore innové, mais ils savent qu'ils vont innover pour trouver la solution en effet. Et c'est la concurrence. Il y aura plus de concurrence, donc on sera plus performant. On la connaît, la musique libérale. Eh ben nous, on pense que la réponse, c'est justement pas ça. C'est une agriculture paysanne, de qualité, et en effet qui puisse assurer les circuits courts. Voilà, merci. Alors du coup, je vais finir mon introduction de tout à l'heure que j'ai complètement loupé. À la fin de ce moment d'échange un petit peu particulier, on va avoir un espace de débat où vous allez pouvoir poser vos questions, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres. Comme ça nous permettra vraiment d'arriver à couvrir tout ça. Et au passage, ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver à nouveau dans cette salle, parce que sur cette scène, j'y ai joué, chanté, musique, théâtre. Ouais, non, ça fait un petit peu bizarre. Je vais revenir du coup sur ce que disait Marlène. En effet, il y a énormément de plans et de particularités dans nos programmes qui traitent de la partie agricole. On ne peut pas tout traiter, tout simplement parce que si on prend juste la partie La France Insoumise, c'est 4 plans de plus d'une vingtaine de pages qui concernent juste sur l'agriculture, l'alimentation et la biodiversité. Si on va chercher sur le programme des présidentielles d'Europe Écologie Les Verts, il y en a 2 qui sont affiliés juste à cette partie-là. Sur le PCF, il y en a un pavé de plus de 30 pages. Sur le PS, j'ai pas réussi à trouver. D'accord. Donc je suis nul. J'ai pas réussi à trouver de livre. Oui, voilà. Donc il y a une bonne dizaine de pages en plus. Donc oui, on va pas tout détailler, c'est une évidence. Donc je vais revenir un petit peu sur la situation directement en Périgord. On a eu un avantage assez impressionnant, c'est qu'on a une diversité et des sols et des savoir-faire qui nous permet d'arriver à avoir non seulement pratiquement toutes les modes d'agriculture, mais aussi toutes les cultures, littéralement. C'est-à-dire qu'on va avoir le maraîchage, les grandes cultures. Alors, on va revenir. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc vous allez faire comme moi. Les grandes cultures, je l'ai découvert. Donc c'est les céréales, les oléagineux, tournesol par exemple, les protéagineux, pois, quinoa. Donc on a aussi après la viticulture et l'élevage. Dans sa généralité, bovin, que ce soit pour la viande, le lait, caprin, ovin, porcin, volaille. Donc on arrive à produire tout ce genre de choses justement en Périgord. Mais si la surface agricole croît pour le maraîchage en Dordogne, ce n'est pas le cas des autres cultures. Et c'est pour des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus mécanisées,
avec de plus en plus de technologies. La solution toute faite proposée par Macron. Et donc en Dordogne, en effet, en 10 ans, le nombre d'hectares par ferme a doublé. Par contre, le nombre de travailleurs, lui, a baissé d'un tiers. L'économie, on sait où elle se fait. Le seul modèle qui s'en sort financièrement, c'est le modèle paysan. Grâce aux nouvelles installations, justement, des maraîchers arrivent à développer une nouvelle ferme sur des terres plus petites et bien souvent beaucoup plus rémunérateurs. Alors, c'est ce que je disais, je suis pas expert du domaine, mais on sait tous, notamment lié au travail qui a été fait sur tous ces livrets thématiques, sur tous ces programmes, que ce modèle, il est nécessaire. C'est un impératif, justement, pour pouvoir arriver à résister aux changements climatiques qui arrivent. Et donc, quand on ne sait pas faire, on écoute. Donc, en l'occurrence, je vais notamment écouter un des syndicats qui est un des seuls à défendre la paysannerie en France, la Confédération paysanne, donc qui a été fondée en 1987 pour défendre paysans et travailleurs agricoles. Ils l'avaient compris dès le début. Pour certains, il leur faut un petit peu de temps. Et on a eu une table ronde mercredi, justement, avec la Confédération paysanne sur la circonscription. Donc, à savoir, sur 11 candidats, on est 3 à bien avoir voulu avoir répondu. 3. Donc, on va quand même les citer. Donc, la candidate des Républicains, mais qui n'a pas pu se déplacer, Monsieur Perrouni et nous. Donc, pour tous les autres, avec une spécialité pour Monsieur Cubertafon, qui lui a répondu au téléphone qu'il ne représentait rien. Donc, ça lui a fait plaisir. C'est vrai que d'un point de vue représentativité syndicale, ils se battent pour avoir un petit peu plus d'apparence, mais en termes de rapport, c'est très sympathique pour eux. Donc, je vais me rebaser quand même sur ce que la Confédération paysanne dit et sur ce que j'ai pu arriver à récupérer et comprendre. Il parle des 6 pétales de la Confédération paysanne comme 6 petites parties, en fait, nécessaires au développement d'une agriculture paysanne et nourricière et au service des peuples. C'est de travailler avec la nature, pas contre elle. C'est d'aller vers une autonomie, justement, des fermes. Par exemple, cultiver l'alimentation des animaux, agir en coopération locale. C'est la qualité. Développer la qualité de la production avant tout. C'est une répartition pour répartir volume, outils de production et sur tout le territoire pour pouvoir arriver à répondre, mais justement, à la demande de Bordeaux qui ne peut pas forcément produire tout ce qu'il y a besoin. C'est le développement local, parce que le paysan doit être un acteur local plus qu'un acteur global. Ça va notamment s'intégrant à la fois dans les circuits courts et la vente directe. Et c'est un grosse partie, la transmissibilité. C'est faire en sorte que les nouvelles générations puissent arriver à reprendre les fermes, que ce soit dans la famille, mais aussi en dehors. Parce que c'est aussi ce problème-là, en fait, des fermes de plus en plus grandes. C'est beaucoup plus difficile pour un jeune agriculteur de démarrer sa vie à crédit avec des sommes qui sont souvent assez affolantes dès qu'on va aller sur ce genre d'exploitation. Si on rajoute à ça toutes les activités connexes, alors la culture de soleil apparemment, puisque on n'est pas loin de ça là sur les panneaux photovoltaïques, c'est pareil, c'est un investissement supplémentaire, c'est valorisé à nouveau sur la revente et ça empêche d'autant plus justement la reproduction et la revente de ces exploitations. Que ce soit du coup le photovoltaïque, les méthaniseurs qui peuvent être bien souvent des fausses bonnes idées, et ces investissements font monter la valeur du foncier à un prix qui peut être assez affolant, puisque autour de cette table ronde, il y avait justement un fils de paysan qui avait voulu reprendre la ferme. Il y avait lui pour 800 000 euros de foncier. Donc je sais pas si vous imaginez, mais démarrer avec 800 000 euros, qui peut le reprendre? Personne. Quelle banque lui prête? Aucune. Enfin, si, nous, peut-être, après, une fois qu'on aura renationalisé les banques de détail, ça nous permettra de lutter contre la fraude fiscale, d'arrêter l'investissement dans l'industrie polluante, et de la rediriger, justement, pour tout ce qui va être nécessaire à cette bifurcation écologique. Mais ce sera pas la solution à long terme. Il faut retrouver une agriculture paysanne, à taille humaine, pour permettre de réduire ce coût d'accès à la terre, et ça nous permettra de retrouver des exploitations qui font vivre plusieurs personnes. Et donc, toujours autour de cette table ronde, puisqu'on a rencontré quand même 5 paysans qui sont venus discuter avec nous, il y avait un éleveur bovin qui lui était dans la production de lait et donc en bio. Et il y a un truc assez hallucinant, c'est-à-dire qu'en général, quand vous voyez justement ces grosses exploitations, ces fermes-usines, vous avez très très peu de personnel. 4 personnes à temps plein pour 50 bêtes. Parce qu'ils gèrent notamment la transformation du lait en yaourt et bientôt en fromage.
Donc comme quoi on est capable d'arriver à faire des choses qui non seulement sont bonnes pour nous, sont bonnes pour la terre, nous permettent de nous nourrir et sont capables d'arriver à embaucher des gens et les payer correctement. Et clairement, des paysans vont en avoir besoin. Si on suit justement nos programmes, c'est 1 million qu'il va nous falloir. 1 million de paysans pour pouvoir nous nourrir à terme. On va augmenter donc le nombre de lycées agricoles publics, y rétablir les postes supprimés, rétablir le bac professionnel en 4 ans pour y permettre une formation beaucoup plus approfondie. Et il faudra y intégrer complètement la Confédération paysanne qui est mise de côté justement dans ces institutions du fait de la représentation syndicale. On y revient à chaque fois. L'enseignement agricole doit aussi se remettre en question, malheureusement, et quitter certaines ornières qui ont été tracées depuis les années 60 par ce tout culte du tout productif et du libre marché. Il faudra donc mettre fin à cette privatisation rampante de l'enseignement, qu'il soit agricole ou non, avec un retour du public sur tout le territoire. Et pour les établissements d'enseignement supérieur, il faudra mettre en place un système transparent d'allocation des moyens. Le pluralisme doit s'imposer, c'est-à-dire que la Confédération paysanne doit prendre sa place, mais tous les agriculteurs doivent se sentir représentés, notamment dans la composition des jurys d'examen et la participation dans les comités régionaux de l'enseignement agricole où sont négociées les ouvertures et fermetures de classes. Et c'est aussi tout le référentiel pédagogique qui doit être revu pour intégrer une vision durable de l'agriculture et plus productive. Il faut arrêter absolument de promouvoir cette hyperspécialisation agricole qui détruit à la fois les terres agricoles, les emplois, les ressources, et qui favorise un modèle qui est complètement intenable, environnementalement parlant. Le seul modèle qui est capable d'arriver à concilier les impératifs économiques, sociaux, environnementaux, je vais y arriver ce soir, c'est l'agriculture paysanne. Oui, tu peux te moquer. Il faut donc asseoir le rôle de l'enseignement supérieur, de la recherche publique et leur allouer par l'État les moyens de mieux répondre aux attentes de tous nos territoires. Et il faudra aussi garantir des revenus corrects à ces paysans. Donc en effet, c'est des prix plafonds en achat, mais c'est des prix bloqués possiblement à la revente pour éviter une concurrence déloyale, notamment avec des imports qui viennent d'Espagne ou du Maroc. Il faut qu'on puisse arriver à vivre et consommer et produire local. C'est ce qu'on appelle, nous, le protectionnisme solidaire. C'est interdire, par exemple, que les tomates rentrent à moins de 2 € le kilo en France. C'est un exemple comme un autre. C'est un exemple futur à venir. Une fois qu'on aura interdit le glyphosate, il ne faut pas que nos agriculteurs et nos paysans puissent se retrouver en concurrence justement avec d'autres pays qui, eux, produisent toujours avec du glyphosate. Et c'est pas quelque chose de complètement impossible puisqu'on a déjà réussi ça avec le diméthoate sur les cerises, qui était mis allègrement d'un peu partout. On importait les cerises, notamment de Turquie. Depuis, vous en voyez plus beaucoup. Donc ça marche, on y arrive. Et je vais parler un petit peu de la forêt, et notamment d'un cas un petit peu particulier, puisqu'on l'a traité d'une manière spécifique, en fait, durant notre campagne des présidentielles. C'est-à-dire qu'à Périgueux, en pleine campagne, le 2 avril, donc avec notamment Gabriel Amar, donc un des responsables des élus LFI niveau national, Loïc Prudhomme, député de Bordeaux, et 2 de ses assistants, Aurélie Griès et Marianne Guillemin. On a mené un atelier des lois, c'est-à-dire un atelier participatif dans lequel, justement, les citoyens sont amenés à réfléchir, discuter et faire une proposition de loi à terme. Et c'est un de ces nouveaux modèles, justement, qu'on veut mettre en avant dans la participation directe à la rédaction des lois par les citoyens. Et c'est aussi la preuve que nous sommes prêts pour la démocratie, contrairement à ce que certains ont l'air d'affirmer. À Périgueux, ça a été l'atelier des lois avec la plus de participation en France à l'heure actuelle, mené par LFI. Et comme quoi, non seulement la démocratie, ça parle à tout le monde, mais la forêt, ça parle à tout le monde aussi ici. Donc à la suite de cela, on a coécrit ensemble, notamment avec des juristes qui étaient là pour nous conseiller, parce que là, c'est tout un art, et clairement, même les députés ne le savent pas, écrire une loi. Et je vais vous en lire une petite partie, puisque c'est le fruit justement de ce travail collectif, et qui part d'un exposé des motifs qui exige justement cette loi relative à la protection des forêts poumons de la planète. Donc la forêt est un lieu d'habitat partagé entre la nature, les êtres humains et les animaux. Elle constitue un espace fourni en biodiversité où s'entremêlent les différentes formes du vivant. La forêt, poumon de la planète, est un bien commun que l'humanité se doit de protéger et de préserver. Le constat est partagé de la nécessité de préserver la forêt, les bois et le vivant. La protection des forêts s'accompagne de la protection des cours d'eau car l'eau est un bien commun indispensable à la vie.
On voit qu'il y avait Gabriel Amar hein, pour l'eau. La forêt est un lieu à préserver. Si, je me relis pas. La forêt est un lieu à préserver de l'activité humaine et des intérêts marchands. Elle ne peut s'inscrire dans des logiques d'exploitation privée, qu'elles soient d'ordre foncier ou énergétique. Cette présente loi, élaborée grâce à un processus de réflexion populaire à Périgueux, a pour objectif de définir les politiques de gestion et de protection des forêts afin de mettre en place des mesures utiles pour en assurer sa pérennité. Et des mesures qui viennent des citoyens, il y en a certaines qui sont, on va dire, assez radicales. Ça va notamment à se doter les départements d'un comité scientifique et composé de représentants associatifs, de défense de l'environnement, d'usagers, de spécialistes de la forêt, pour justement veiller au respect d'un cadre législatif, réglementaire, et de posséder un pouvoir de blocage sur les décisions prises par l'État, qui irait justement contre la forêt et contre la biodiversité. C'est d'intégrer, notamment dans les programmes de l'éducation nationale, la connaissance de la forêt. Et après, si on va sur le côté notamment politique et marchand, c'est que chaque échelon politique, c'est-à-dire que les municipalités, intercoms, départements, régions, doivent prévoir et budgétiser non seulement le recensement des forêts, mais aussi de vérifier l'emprise, la qualité, l'utilisation des forêts sur son territoire et de prévoir un budget pour pouvoir les racheter et faire de la préemption, un peu comme la SAFER est capable de faire. Et au-delà de ça, il y a des mesures qui sont clairement restrictives et qui ont été proposées. Donc la coupe des arbres réglementée en vue de l'aménagement du territoire. Toute coupe rase en dehors de ce cadre est interdite et sanctionnée. Et l'exportation de troncs bruts est interdite sur le sol français. Comme quoi on pourrait arriver à produire le bois et l'exploiter chez nous plutôt que de l'envoyer en Chine et de le récupérer en meubles. Donc avec Loïc Prudhomme, on défendra ce projet de loi à l'Assemblée, une loi écrite par le peuple, pour le peuple, et pour la sauvegarde de la forêt et de la biodiversité. Et donc là-dessus, on s'y engage, et que ce soit n'importe lequel des futurs députés de la Dordogne et Loïc, on ira jusque-là et on ira plus loin, puisqu'il y a eu toute une multitude d'amendements possibles, justement, parmi les participants à cette petite expérience de l'atelier des lois qui ont pu arriver à envoyer ça directement par mail. Et il y en a une qui est notamment dans la droite lignée de ce qu'on apprécie, on va dire, de charger l'ONF, donc qui actuellement s'occupe des forêts dont l'État a ses multiples facettes et propriétaires, de le charger en refinançant, en réembauchant des gens, en faisant vraiment le gendarme central de la forêt, de gérer l'ensemble des forêts de France, privées ou non. Au moins, ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Et parce que cela s'intègre en général dans un plan plus global qu'on a nommé bifurcation écologique, il faudra aussi parler de l'énergie, notamment vu les déboisements qui ont été faits ou sont proposés, que ce soit pour planter des champs d'éoliennes à des endroits qui sont peu intéressants ou des champs de photovoltaïque à des endroits qu'il faudrait préserver. On collectivisera les réseaux de transport et de production électrique pour mettre un frein définitif justement à cette privatisation par exemple des barrages hydroélectriques, mais aussi pour mettre un stop justement définitif à ces champs d'éoliens qui sont mis en place par des promoteurs. Il faut que les citoyens soient impliqués directement dans ces décisions-là, et il faut surtout que ce soit un plan global et national. L'énergie, c'est un réseau entier, ça se réfléchit pas localement par une petite entreprise plus ou moins grosse qui vient des fois des Pays-Bas pour pouvoir arriver juste à récupérer quelques subventions, ça se décide nationalement et collectivement. Et dans les exemples de pourquoi le privé n'est pas une bonne idée, vous savez à peu près comment fonctionne un barrage. Si il y a des risques d'inondation, qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont ouvrir les vannes ou peut-être nous demander une compensation pour le manque à gagner ou ce genre de choses. Enfin voilà, on ne peut pas leur faire confiance. On sait très bien qu'une entreprise, par principe, son seul intérêt, c'est de récupérer de l'argent, des bénéfices pour pouvoir les redistribuer. C'est impossible d'arriver justement dans ces systèmes-là. Donc on aura besoin de ce plan national pour permettre cette bifurcation écologique, pour planifier tout ce qui sera nécessaire. Alors oui, il faudra sortir du nucléaire, pas par idéologie, mais parce que justement, ce changement climatique en cours pose quelques problèmes, notamment un problème là qu'on va vivre cet été, c'est un problème de refroidissement, puisqu'on a du mal à refroidir justement des centrales nucléaires, soit avec de l'eau chaude, soit sans eau, ce qui commence à poser quelques soucis. C'est les centrales dans des zones qui sont inondables à terme avec la montée des eaux. Typiquement la centrale de Blaye qui est dans l'histoire de la Gironde, et c'est clairement pas très loin. Le jour où il y a un problème sur la centrale de Blaye, on est aussi concerné, nous, ici. Et c'est aussi pour cette gestion des déchets,
qui est long terme, qui est quasiment ingérable, et notamment à cause de quelque chose qui est très simple, c'est la communication sur ces déchets. Puisque comment voulez-vous arriver à trouver une signalétique, un panneau, qui non seulement reste en vie 10 000 ans, mais surtout veut dire la même chose dans 10 000 ans. Parce que quand ils vont tomber dessus, un panneau avec ce qu'on pourrait représenter, un squelette, une tête de mort, pour certains, c'est pas un danger, pour certaines cultures, c'est pas un danger. Pour nous, ça l'est, mais dans 10 000 ans, ça correspondra à quoi? Donc on peut avoir ce genre de souci-là, et clairement il va falloir arriver à s'en passer, sachant qu'il y a des plans complets pour des énergies renouvelables, et il suffira juste de les implanter déjà dans un premier temps partout où c'est déjà artificialisé, pour le photovoltaïque avec des priorités, des friches industrielles, les toits, les parkings. Pour l'éolien, il y a notamment au large, en mer, puisque c'est hautement productif là-bas. Et surtout, il va falloir remettre en place quelque chose qui était appelé à l'époque des moulins, maintenant des hydroliennes, puisque ça va nous produire de l'électricité. Mais il y a plein de possibilités de mettre des petites hydroliennes, notamment dans des petites rivières, sans forcément aller sur des échelles qui sont énormes, mais l'électricité est un réseau national. De toute manière, peu importe où c'est produit, on finira par le récupérer. Et il va y avoir les problématiques de stockage. Sur les problématiques de stockage, à savoir qu'on avance quand même sur ce genre de choses, autant qu'on peut avoir des stockages passifs qui sont plus ou moins problématiques, puisqu'on a du mal à les mettre, parce que justement l'occupation au sol est immense. On a des nouveaux systèmes qui permettent notamment autour des piles à combustible et de l'hydrogène, donc ça va être un peu technique, mais en gros, quand on produit plus d'énergie pour pouvoir compenser justement les énergies renouvelables, qui sont alternatives, on peut avoir le souci de gestion avec les barrages hydroélectriques, mais ça reste quelque chose qui va être limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à récupérer complètement l'énergie qu'on va avoir déperdue à ce moment-là. On peut, par exemple, produire de l'hydrogène, produire du méthane en prélevant du CO2 dans l'atmosphère pour pouvoir le stocker sous forme de gaz et le réutiliser. Donc soit directement le réutiliser pour l'hydrogène, par exemple, dans les futurs moyens de locomotion, que ce soit véhicules personnels ou non, puisque l'hydrogène avance largement sur ce secteur, et pas que justement sur des piles à combustible. Actuellement, il y a des chercheurs français qui travaillent justement sur des systèmes pour pouvoir se permettre d'injecter directement l'hydrogène dans un ancien moteur à combustion, et pouvoir, par exemple, transformer nos moteurs essence en hydrogène. Clairement, ça va prendre du temps, mais ça reste des objectifs long terme. Et ça ne nous empêche pas de réutiliser l'hydrogène produit pour pouvoir arriver à relancer la machine et ralimenter justement en électricité sur tout ça. Et il va y avoir aussi au niveau du stockage une nouveauté là qui est par des chercheurs suédois et qui est assez impressionnante puisque les futurs panneaux photovoltaïques pourraient stocker eux-mêmes l'énergie. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à les miniaturiser. Et c'est un gel qui est basé donc sur du glucose, donc du sucre, qui est en travail, en développement, en industrialisation, et qui permettrait de conserver l'énergie directement dans ce panneau photovoltaïque pendant plusieurs mois. Donc comme quoi on va pouvoir arriver à faire des choses, sachant que c'est miniaturisable, c'est peut-être l'avenir des batteries, c'est-à-dire ne plus avoir de batterie. Donc c'est ce genre de choses qu'il va falloir mettre en place justement pour toute cette bifurcation écologique. Et je vous apprends rien, du coup le 12 et le 19 juin, il y a des élections législatives, c'est un peu pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est ce moyen justement de montrer que un autre monde est possible, qu'il est encore possible malgré les résultats des présidentielles où on est arrivé à la 3e marche et vraiment pas très loin du second tour. Et pour tout ce que nous avons parlé ce soir, mais aussi parce qu'il n'y a qu'un seul bulletin, notamment pour le SMIC à 1 500 €, qu'un seul bulletin pour la retraite à 60 ans et 40 annuités, qu'un seul bulletin pour exterminer la pauvreté, qu'un seul bulletin pour mettre en route cette bifurcation écologique, qu'un seul bulletin pour le retour des services publics, et c'est ce bulletin avec un V dessus. Alors vous pouvez pas le louper. De toute façon, sur le bulletin, il va faire un tiers. Hein. Donc, normalement, vous pouvez pas le louper. Donc ici, il a mon nom, et la clé, elle est entre vos mains. Parlez-en dans vos entourages, votez et surtout faites voter pour cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, pour qu'elle perdure, pour qu'on prenne l'Assemblée, parce que justement, on veut un gouvernement de cette nouvelle union populaire, NUP, NUPS, NUPES, parce que c'est appelé un petit peu sous tous les noms. On va prendre le pouvoir et on va mettre Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre. Et vu que ça a l'air d'alerter et d'affoler un petit peu toute la presse mainstream ces derniers temps, où on nous repeint à nouveau en diable,
le poing levé, la bouche grande ouverte et compagnie. On va leur citer Hugo Chavez, comme ça ils pourront recommencer à bêler Venezuela. Ne changeons pas le climat, changeons le système, et par conséquent, nous commencerons à sauver la planète. Le capitalisme, le modèle de développement destructif, est en train d'en finir avec la vie et menace certainement d'en finir avec l'espèce humaine. Alors finissons-en une fois pour toutes avec le capitalisme et sauvons l'humain. Changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous